shit don't happen overnight. I'll make it back to you, I swear I will. Hey, just know I'm out here risking minds. And if you by my side, girl, one thing I need is patience. Hey, shawty don't give up on me while I'm focused on my drink. Put a deuce for in my drink, I need it. Now you don't know how to feel. Still lonely nights a kill. But I'll fuck you right, I just need patience. Girl, I want that door, finna get it, I need patience. Shawty on the real deal, ain't no gimmicks, I need patience. I just need some patience, I just need some patience. Said it don't rain in California, but it rains in Montreal. How you gon' play it when it pours? Let's weather the storm. Who better than yours truly? My bitch don't go truly. Ride me like a new Suzuki, girl, I need patience. I'm on the road, ay. I'm all alone, ay. I'm driving slow, I need patience. Get relevant, get relevant, get relevant. My little shorty from the east, oh she down with me. Know when I touch down, we finna feast. First I need knock a couple shows out, then we'll meet. Pull up in a Jeep and the top got surgery like it's a patient. Girl, I want that door, finna get it, I need patience. Shorty on the real deal, ain't no gimmicks, I need patience. I just need some patience, I just need some patience. Said it don't rain in California, but it rains in Montreal. How you gon' play it when it pours? Let's weather the storm. Who better than yours truly? My bitch don't go truly. Ride me like a new Suzuki, girl, I need. It's the same three words that come to mind. I could tell you why. Hope you got some time. It's the same three words I feel inside. Calling late at night. I don't say goodbye. Say I love you. Three words that come to mind. I could tell you why. Hope you got some time. It's the same three words I feel inside. Calling late at night. I don't say goodbye. Say I love you. Yeah, baby, you a blessing. Show me how to live for special moments, not possessions. All of these positions, yeah. Got me tryna hold it in a way that they be gripping. Yeah, it won't let me go. Going deep stroke, back stroke, rock the boat. Give me though, go slow, throw it back. Do it with no hands so you can hold the camera. Get it in a rabbit, titties on a glass. Yeah. How'd I get so lucky that I trust you when you nasty? So I guess that means we're meant to be. Stop asking me how I feel, you know it's the system. I think I get the message, babe. You made it clear when you said it, babe. You don't want me, you want attention, babe. You don't love me, you love attention. And that shit got me second guessing, babe. Can't guess it, babe. And that's a Snapple fact. How about this? How about that? Heart is black, heart attack. Talking chips, talking stacks. Shot it back. Sometimes when I call her, she don't holler back. That shit got me falling back. That shit got me falling back. I just wanna get down. Tell me if you still down. Tell me why you playing circles with me. I don't mess around, yeah. Find it kinda odd that you responding to me now, yeah. Hard to figure out, yeah. What you all about, yeah. Now my feet they cold and they get colder, boo. I just might go under getting over you. I just might go under getting over. I think I get the message, babe.
Hey, bonjour, bienvenue à l'événement La Transition s'invite. J'espère que vous allez bien. Événement qui nous invite à se rassembler pour apprendre, co-créer et propulser la transition sous toutes ses formes pour développer de nouveaux savoirs et amplifier le pouvoir d'action des jeunes et des adultes. La Transition s'invite, comme vous le savez déjà, se déroule du 21 au 23 février 2022, donc se termine demain. L'événement s'inscrit dans le cadre de la démarche d'accompagnement et de soutien de la transition écologique offerte aux écoles secondaires. Et aussi dans la lignée du pacte de l'école québécoise, notre appel à l'engagement et feuille de route pour accélérer la transition écologique à l'école. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours visiter le www.lab22.org, comme c'est marqué ici, là, en bas, ici. Évidemment, je m'appelle Carl-Antoine Suprise, je suis comédien et également co-animateur de l'événement La Transition s'invite. Vraiment content d'être avec vous encore aujourd'hui. Je dois rappeler quelques petits aspects techniques avant qu'on commence. Donc, évidemment, quand on vous donne le droit de parole, essayez de vous renommer. Donc, votre nom complet et école ou organisation s'il y a lieu. Pour ce qui est des questions, vous avez deux choix. Donc, les questions écrites, écrivez votre question dans le module QR au bas de l'écran ou les questions de vive voix. Donc, faites juste peser sur le petit bouton « Levez la main ». Puis ensuite de ça, on vous donne l'accès panéliste. Attendez qu'on vous nomme, puis ouvrez votre micro ou votre caméra et tout simplement posez votre question. Pour tout commentaire ou si jamais vous voulez juste participer avec nous, écrivez dans le chat à tout moment. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous lire. Plus vous êtes nombreux, plus on a de plaisir. Donc, je dois également mentionner que l'activité est enregistrée. C'est important de le mentionner. Donc, aujourd'hui, l'activité vise à favoriser les échanges sur la transition écologique et l'engagement entre des classes de jeunes secondaires et une personnalité publique. Nos invités sont nul autre que Léa Hilardeau, chargée de projet en mobilisation citoyenne à la Fondation David Suzuki. Et également, il y a Alexandre Forêt, humoriste, qui nous rejoindra un peu plus tard. Salut Léa. Salut. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va super bien. Contente. Rapidement, je vais faire un petit résumé de ta bio, donc si tu me permets. Léa Hilardeau détient une maîtrise en études politiques appliquées de l'Université de Sherbrooke. Elle est chargée de projet en mobilisation citoyenne à la Fondation David Suzuki et vice-présidente politique et communication d'environnement jeunesse, donc enjeux. Elle collabore aussi avec différents médias pour parler d'enjeux environnementaux. Elle a par ailleurs cofondé La Planète s'invite à l'université, aujourd'hui connue sous le nom de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, c'est bien ça, qui s'inscrit dans le mouvement mondial de grève étudiante, pour le climat. C'est quand même un bon CV, là. Il y a du stock là-dedans, là. Oui. Je suis bien occupée. Oui, effectivement. Mais écoute, peut-être que tu pourrais nous parler un peu de tes implications, de ta vision de la transition écologique, puis après ça, on va pouvoir ouvrir la discussion, répondre à certaines questions. Ben, ouais, absolument. C'était un bon résumé déjà, là. Ouais, c'est ça. Je peux juste peut-être... on voit un peu une progression, en fait, dans mon implication. J'ai commencé, il y a quelques années, là, justement, dans le mouvement étudiant. J'étais étudiante, puis maintenant, je suis diplômée. Donc, c'est un peu comme si mon engagement s'est professionnalisé. Ouais. C'est ça, en 2019, je pense que si les jeunes qui nous écoutent peut-être le savent, mais il y a eu un mouvement de grève étudiante, puis des grosses manifestations au Québec là, pour tout ce qui touche à la justice climatique et à l'engagement de nos gouvernements. Donc c'est ça, nous on s'est un peu lancé sans trop savoir. On savait qu'il y avait un appel mondial à une grève pour le climat le 15 mars 2019, puis derrière tout le mouvement de Greta Thunberg, etc. Et en fait au Québec il se passait pas grand-chose à ce moment-là, puis nous on s'est dit on peut pas rester les bras croisés. Donc au départ on était une petite gang à l'Université de Montréal et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, d'où la naissance de La Planète s'invite à l'université. Et tu vois, la manif de Montréal en mars avait été la plus grande au monde ce jour-là, puis celle du 27 septembre en présence de Greta Thunberg aussi. Donc c'est ça, j'ai été bien impliquée là-dedans. Puis en fait, moi, j'ai diplômé de ma maîtrise l'été passé. Puis c'est ça, ensuite, j'ai continué là, en ce moment avec la Fondation David Suzuki. Et ouais, c'est ça, j'ai comme aussi une petite formation en journalisme pendant mon bac qui me permet ouais, je faisais comme un double diplôme, comme on dit. Et donc c'est ça, aujourd'hui, j'aime beaucoup l'aspect de la vulgarisation parce que on peut réfléchir entre nous à justement c'est quoi la transition écologique, puis utiliser des grands mots savants et tout, mais au final ça concerne tout le monde, donc ça me tient vraiment à cœur de, même si je viens du milieu universitaire, de parler à monsieur, madame, tout le monde, puis aux jeunes, etc. Donc... Ce serait moi, je pense, monsieur, madame, aujourd'hui, parce qu'effectivement, je connais pas non plus tout. J'aime ça quand tu dis vulgarisation, parce que je suis pas non plus le plus calé en matière d'environnement ou quoi que ce soit, fait que j'aime ça que tu soulèves le point. Et en même temps, ce que je trouve super important, c'est que t'es pas obligé pour t'y intéresser, au départ, oui, moi, j'étais en
en sciences politiques, donc il y a beaucoup de choses. Puis après, je me suis spécialisée en politique environnementale et climatique et tout. Mais tu sais, c'est pas pour ça que je pense qu'on a la légitimité de parler. Tu sais, les jeunes du secondaire qui ont entre 12, 15... Ah, Alex, parmi nous. Mais les jeunes qui ont entre 12 15 et qui se sont mis à prendre les rues, tu sais, alors qu'ils étaient super jeunes, ben c'est pas parce que ils connaissaient exactement c'est quoi, tu sais, les changements climatiques, puis tout le processus de gaz à effet de serre, etc. Tu sais, c'est parce que on le sait. C'est de plus en plus documenté, puis il y a une inaction politique et il faut la traiter. Donc, et je pense que même moi qui suis universitaire ou quelqu'un qui a 11 ans puis qui est dans les rues avec, et qui prend la parole a tout autant la légitimité de parler. C'est juste que c'est ça, il y a des outils, puis tu sais, quand on parle de transition, il y a comme un processus pour passer dans l'état qu'on est actuellement à quelque chose de meilleur. Et donc là, oui, certes, il y a des solutions qui sont mises en œuvre, mais puis c'est ça que j'essaye un peu de rendre ça grand public, puis de donner des outils puis des solutions aux gens qui voudraient faire quelque chose pour que tout le monde soit impliqué là-dedans. Ben, je pense que justement, ça se pourrait que tu partages avec Alexandre, vous avez partagé du moins pendant un certain temps un balado, ça se pourrait, j'ai entendu parler de ça. Comment ça s'appelait? Ça parlait de quoi exactement? Donc c'est ça, avec Alexandre, on a co-animé un balado qui s'appelle Avant de tirer la plug. Donc c'était avec le média Urbania en collaboration avec Hydro-Québec. Et donc c'était pendant 8 épisodes dans le fond, on a traité de sujets en particulier comme la souveraineté alimentaire, la question des métadonnées, comme tout le processus qui prend beaucoup d'énergie, là, comme on parle de justement des centres de données, etc. Ouais, vraiment tout plein de sujets qui touchent à l'énergie. Puis l'énergie, c'est quand même la base. On a besoin pour se chauffer, pour se nourrir, etc. Et c'est à la base de un peu de toutes les questions environnementales. Quand on parle de climat, comme prendre sa voiture, etc. On le sait que c'est un peu les gaz à effet de serre, etc. Tout part de là. Et donc, on a décliné ça sur 8 épisodes en allant sur le terrain, en parlant à des experts, puis à des gens qui font des choses, justement. OK, donc c'était pas en studio ou il y avait nous, on a enregistré pas mal. On a fait ça à distance à cause de la COVID, malheureusement. Okay, mais ouais, en fait, avec Alex, on a fait des entrevues en amont, pour commencer, on a fait des entrevues. Alex est allé un peu sur le terrain, rencontrer des acteurs et actrices de changement. Okay. Moi, malheureusement, j'ai pas pu, mais j'ai fait des entrevues à distance. Même, j'ai fait des entrevues avec quelqu'un, avec un Inuit à la côte nord du Québec, qui était dans une centrale. C'était super intéressant. Un Inuit, pardon. Et donc, c'est ça. Puis après, Alex et moi, on revenait en studio, puis on parlait un peu de tout ça, puis on a comme construit des épisodes là-dessus. Génial. Donc, c'est ça, ouais. J'aime beaucoup être en mode solution, puis de montrer un peu ce qui se fait ici même au Québec, donc c'était un peu pour dire oui, on sait que c'est pas pour se voiler la face de dire tout va bien, on peut pas dire que tout va bien, là, mais de dire il y a quand même des choses qui sont faites pour que ça aille mieux. Il faut se rappeler le positivisme de tout ça aussi parce qu'il y en a. D'ailleurs, enchanté, je suis là. Oui, écoutez, je vais vous présenter Alexandre qui nous a joint. Alexandre, salut. Écoute, je vais rapidement faire une petite bio. Je veux rapidement, excuse-moi, te décrire un peu là, avec la bio que j'ai, si tu me permets. Donc, Alexandre Forêt se démarque par sa plume raffinée et précise, n'ayant pas peur de se mouiller, en allant dans toutes les zones les moins explorées de l'humour et réussit à faire rire tout en faisant réfléchir son public. Alexandre décrit surtout la haine et encourage l'amour. Il parcourt actuellement le Québec avec le rodage de son one-man show pour ne pas mourir demain. Donc, salut Alexandre, enchanté. Enchanté, bonjour. Désolé de ne pas être en studio. Justement, en ce moment, on m'a physiquement empêché de me rendre par la police. Les gens ne veulent pas qu'on parle de transition environnementale. Puis, peu importe ce qui va se passer, je vais me battre, je vais être là. Puis, on va les changer les choses. On est habitué avec Léa, justement, d'aller à contre-courant à travers les pensées et tout ça. Fait que, on est là, tout va bien. C'est génial, merci d'être avec nous, c'est vraiment le fun. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport au balado, le balado que vous avez fait? Est-ce que quel souvenir t'en tires? Je sais que Léa nous parlait de quelqu'un qu'elle avait interviewé vraiment sur la côte nord. Est-ce que tu as comme un bon souvenir justement de ce balado-là? J'imagine que vous pourriez continuer. Le podcast a été super le fun parce que justement, avec Léa, on a appris à se connaître à travers le podcast aussi. On faisait des bonnes choses. On a challengé un peu aussi des fois les talents d'actrice de Léa en faisant des petits sketchs en début d'émission puis de podcast. Puis, mais tu sais, ça a été, tout le processus était intéressant que moi-même j'ai appris. Moi, après, j'ai appris des belles choses. Une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout de parler, en fait, avec des personnes
qui sont confrontés avec les changements climatiques, parce qu'on s'imagine par moment que c'est loin de nous autres, que ça va pas vraiment véritablement arriver, mais il a fallu que je parle au téléphone avec des personnes qui sont des réfugiés climatiques au Québec parce qu'ils sont sur le bord du fleuve à cause de l'érosion. Le gouvernement leur demande de déplacer leur maison, de quitter leur maison parce qu'on sait que dans quelques années, leur maison peut partir carrément dans l'eau à cause du gel, des gels des fois, comme quand la berge va se geler, quand il y a des tempêtes, ça peut tout partir au complet. Fait que c'est de parler avec ces personnes-là qui sont confrontées à ça, on dirait qu'on ne le réalise pas, surtout quand on est à Montréal, qu'on est entouré de béton, qu'on ne voit pas le reste. Ça fait en sorte que tu te poses des questions un peu plus sur qu'est-ce que tu peux faire puis comment tu t'inscris aussi dans toute cette réalité-là. OK, ouais, ben c'est vraiment intéressant ce que tu soulèves. Ben justement, en fait, comme j'ai demandé à Léa un peu tantôt, là, je me demandais qu'est-ce que toi tu fais, c'est quoi tes implications, puis c'est quoi aussi ta vision de la transition écologique, outre le balado que vous partagez dans la vie en général, comment ça t'affecte tout ça, là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, c'est sûr qu'il y a comme deux approches à avoir. Je pense qu'il y a comme l'approche militante puis l'approche personnelle. En tant que personne, c'est sûr que je vais poser des questions surtout sur ma consommation. Je vais essayer de commettre des gestes qui vont un peu contrecarrer le système dans lequel on s'inscrit, qui force la consommation, la surconsommation surtout. Une des choses que je fais, puis c'est une des raisons pourquoi justement je suis dans mon voiture en ce moment puis pas vous dans le studio. Je passais la fin de semaine à travailler le bois. J'essaye un peu de me sortir du besoin de consommer, d'avoir acheté des objets physiques. Je vais essayer de les faire moi-même en général, ne serait-ce que ce soit un sac, vêtements, ou que ce soit, je vais essayer justement de moi-même sortir dans cette volonté-là d'avoir les choses toutes vite et rapidement, puis aussi ce qui nécessite beaucoup de transport en faisant les choses par moi-même, aussi ne serait-ce que en étant le zéro déchet, quoi que ce soit, tout faire ces choses-là qui aident énormément, mais aussi, je pense que l'aspect qui est beaucoup plus important, ben, pas qui est plus important, mais qui est autant importante, mais qu'on en parle moins, c'est d'être un citoyen politique pour faire pression envers des instances gouvernementales qui sont là. Parce que même si j'ai ma paille en métal, puis que je prends juste des shampoings en barre, reste quand même que après ça, les grandes compagnies ne sont pas forcées par les gouvernements à moins consommer, à justement faire des gestes qui sont beaucoup dans le gaspillage. C'est d'avoir une parole, de l'utiliser, puis d'être fatigant, je pense, en général, pour que les gens finissent par comprendre que on a des choses à changer. On a un gouvernement en ce moment qui se fout complètement de l'environnement, qui pense pas que c'est quelque chose qui les touche ou même qui s'est adressé, quand pourtant on est dans la crise climatique, on doit passer à la transition. Puis un des bons exemples pour la ville de Montréal, il y a le REM de l'Est qui a été dans les médias récemment, mais justement c'est un projet qui est pris en considération pour après ça faire miroiter de quoi d'intéressant pour les promoteurs immobiliers, les commerces, mais qui ne prend pas en considération justement le besoin du consommateur, comment ça peut aider à contourner le trafic, comment ça peut enlever des voitures dans la ville. C'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser, puis surtout qu'on doit forcer. Puis il y a toujours la question de l'argent, c'est donc ça coûte cher, il y a les coûts que ce soit, mais tous les dollars qui ne sont pas investis maintenant dans la transition écologique, c'est de l'argent qui va coûter plus cher plus tard. Si on ne fait pas ces changements-là maintenant, dans un futur proche, ça va être des dépenses encore plus grandes, puis surtout dans un état de crise qu'on n'aura pas eu le temps de faire ces gestes-là. Fait que c'est comme ça que je fais mes petits gestes. Génial. Je vais poser la question à Léa ensuite, mais je commence avec ton point de vue. En fait, toi, Alexandre, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ton engagement? C'est quoi qui a fait? C'est quand exactement que tu as fait comme, bon, là, c'est assez, je me lance? Je sais pas s'il y a eu un élément déclencheur, parce que j'ai l'impression que ma génération un peu s'inscrit là-dedans. On dirait que j'ai toujours été conscient un peu de cette affaire-là jeune. On apprenait à l'école, il y a eu des espèces de journées congrès où on apprenait ces choses-là. Puis d'année en année, j'ai pas vu de changement. On dirait que la seule différence, c'est que je suis de plus en plus inquiet, puis de plus en plus virulent dans mes propos, si je peux le dire, ou ce que j'ai pas peur d'affronter ces choses-là, puis de faire peur aux gens un peu aussi avec ces choses-là, parce que il y en a une urgence. Il faut faire des efforts, puis il faut avancer
dans l'avant-plan, tout ça de même. La seule différence, c'est que maintenant, je suis de plus en plus une figure publique à cause que je suis humoriste, puis bon, je vais dans les médias, je passe à la télé, je passe à la radio. C'est simplement d'intégrer un peu cette pensée-là à travers ce discours-là. Puis aussi en même temps d'avoir des gestes qui suivent la parole. Puis aussi en même temps d'être fatigant, oui, mais de réconforter les gens un peu puis de leur montrer que ils sont pas que la faute non plus dans le problème. On dirait qu'on met beaucoup la faute sur les gens. Il y a souvent des tweets niaiseux de compagnie que je trouve personnellement que c'est un peu imbécile. Ou que tu as une grande compagnie qui dit comme on vous rappelle, faites des gestes un peu importants, achetez ci, achetez ça, faites ça. Fait comme oui, mais je le répète, j'ai beau m'acheter un kit pour mettre ma farine en verre réutilisable. Si après ça, j'ai pas les compagnies qui vont faire justement cet effort-là de changer des choses puis qui vont se poser des questions. Il n'y en a pas d'effort. J'ai pas l'impression qu'on suit là-dedans. Avoir Apple qui me dit qu'on devrait faire attention à l'environnement, je trouve ça un peu contre-productif. Quand ils sont pour la production puis ils font juste vouloir qu'on achète un nouveau téléphone à chaque année. Ouais. Toi, Léa, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ton engagement? Oui, ben, c'est vrai que, comme le dit Alex, nous, on est un peu nés là-dedans, c'est ça, mais j'ai quand même un élément vraiment déclencheur, en fait, d'un niveau de changement, de niveau d'engagement. Je dirais que, depuis, je pense que ça fait un peu partie de ma personnalité d'être sensible à ces choses-là, depuis que je suis petite, j'ai pas une famille particulièrement écologiste qui fait que ça expliquerait, etc. Mais depuis, peut-être j'ai fait toujours partie des comités environnement de mes écoles, secondaires, cégep. J'étais en France à l'époque, donc au lycée, etc. Puis je m'impliquais plus, c'est ça, à l'échelle, c'est ça, de mon école, etc. Puis à l'université aussi, j'ai fait partie de... on distribuait des paniers de légumes bio et locaux aux étudiants à des prix réduits et tout, etc. Fait que tout ça, ça a été... Ça a toujours été, pour moi, quelque chose qui... En fait, ça crée aussi un sentiment d'appartenance avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi. Fait que ça, c'est vraiment super. Et après, je suis arrivée au Québec et tout de suite, pareil, à l'UDM, je me suis impliquée dans le comité, il y a toujours c'est un comité environnement de l'université. Puis pareil, ça permet de rencontrer des gens, de socialiser, etc. Puis, je te dirais, mon implication a vraiment pris un élan énorme avec justement le mouvement étudiant quand on organisait les manifs, etc. En 2019, et pour moi, l'élément déclencheur, puis ça a été un peu le même là, pour tout le monde qui était autour de la table au début, c'est que c'est juste avant qu'on ait commencé à répondre à l'appel de grève, etc., il y a eu un rapport du GIEC qui est sorti, donc le GIEC qui est le groupe international, mon Dieu, je le dis tellement souvent que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, c'est les scientifiques à l'international qui sortent des rapports assez régulièrement sur l'évolution du climat. Et on était en 2018 à l'époque, ils ont sorti un rapport sur la différence d'un réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius versus 2 degrés Celsius. Donc, t'es comme, OK, c'est juste 0,5 degrés de différence, c'est pas beaucoup. Puis en fait, tu te rends compte que c'est vraiment grave. Là. En ce moment, on est réchauffé de 1,1 degré. Et donc là, on te dit, si on dépasse 1,5 degré, on va subir des conséquences extrêmement graves qu'on subit déjà actuellement alors qu'on n'est pas encore arrivé là. Et donc c'est ça. Moi, ce rapport-là m'a juste fait réaliser, c'est sûr que c'était des considérations que je prenais de plus en plus parce que j'étudie en Sciences Po, donc t'as tout ça. Mais là, ça a vraiment été pour beaucoup de monde, je pense. Puis on en a beaucoup entendu parler, ça a été très vulgarisé sous forme d'infographie, etc. Et là, on s'est dit, OK, pour moi, là, mon implication à l'université, elle est plus suffisante pour moi parce que c'est encore une fois, Alex, comme il l'a dit, on nous a toujours répété que si on va faire notre recyclage, tout va bien aller. Mais c'est là que tu te rends compte de la limite de toute la responsabilité qu'on met sur les individus depuis des années et des années. Et donc de là... En plus, on rend compte que le recyclage n'est même pas fait en plus. Ouais, c'est ça. On n'a pas les installations pour recycler la moitié des choses, donc on nous met la responsabilité, mais après ça, on ne va pas comme faire suite à ces actions-là qu'on va poser. Donc, en quelque part, il faut qu'on aille chicaner quelqu'un. Ouais, exact. Puis c'est là que tu te rends compte que c'est plus le problème d'un individu, mais d'un système qui est défectueux au complet. Et donc pour moi, ça a été l'élément déclencheur de... OK, il faut que... Parce que aussi, on est des jeunes. À cette époque-là, j'avais 20 ans peut-être, c'était à 3 ans. Puis, et
et donc, on se sent pas forcément légitime de prendre la parole, tu sais. Puis moi, j'avais 20 ans, mais il y en a qui sont sortis dans la rue qui avaient 14 ans, tu sais. Et donc, et même moi, tu sais, je m'étais toujours dit, OK, j'aime être dans l'analyse et tout, mais prendre la parole publique, moi, je pensais jamais que j'allais, tu sais, je suis devenue porte-parole de ce mouvement-là, puis jamais de la vie, je me serais dit ça, tu sais. Et finalement, on avait tellement ce sentiment d'urgence puis d'angoisse qui nous, tu sais, puis c'était collectif en plus, donc il y avait beaucoup d'énergie qui ressortait de ce mouvement-là, que ça a été vraiment une petite étincelle qui a fait que, tu sais, il y avait 150 000 étudiants et étudiantes en grève le 15 mars, puis ça s'est fait en 2 mois, puis il y a eu un énorme mouvement qu'on a connu, mais qui a été évidemment coupé par la pandémie. Ouais. Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça, cet élément déclencheur qu'on se rende compte que, OK, on en est vraiment là en ce moment, puis c'est catastrophique, puis les gouvernements sont dans une inaction la plus totale, tu sais. Donc, aujourd'hui, je dirais pas que c'est beaucoup mieux, mais au moins, on le sait, puis... Mais en même temps, tu lèves quand même qu'il y a justement un grand soulèvement citoyen qui est là, que les étudiants ont pris part à ça, puis on est allé dans la rue. J'ai moi-même mon historique de prendre la rue, mais tu sais, il y a justement cette espèce de côté-là, on est beaucoup à sentir cette espèce d'injustice-là, puis on est tanné, puis on veut bouger les choses. Fait qu'il faut continuer justement d'avoir ce soutien-là, d'avoir cet esprit de communauté-là, cette beauté-là qu'on a ensemble, d'être un grand groupe qui veut changer les choses. On a besoin de ça. On est dans un système qui nous écoute pas, même qui va nous tasser, qui va nous oublier. Ben, faut mettre notre pied à terre puis arriver là. Faut faire nos punks puis aller brasser la cabane, évidemment de manière pacifique et non violente. Je suis pas en train de dire que lancer des cocktails Molotov est une bonne chose et est invité. Ouais. Mais il y a justement le fait d'être bienveillant puis dans l'amour entre nous, il y a de quoi qui remet en question toutes ces choses-là, puis la violence que les instances gouvernementales ou encore que le système capitaliste avec les compagnies va imposer sur nous. Tu sais, reste qu'un geste qui va contrecarrer un peu cette volonté-là, c'est de contrer ce qu'on va, tu sais, le fast fashion, la consommation de vêtements dans les magasins, puis juste commencer le tricot. Juste ça, t'es dans la marge, puis t'es en train de faire un geste qui est punk. Tu sais, c'est quand même spécial que rendu que ce que faisaient nos grands-mères, c'est quelque chose qui va contrecarrer les volontés des plus hauts placés puis du 1%. Ouais. Bref, ayons pas peur d'être beaux ensemble. Qui le cru, tricoter sauverait le monde. Eh bien, c'est aujourd'hui qu'on l'a appris. Non, mais c'est quand même vrai, je suis d'accord avec toi, avec tout ce que tu dis. Alexandre, justement, à ton avis, est-ce que l'humour, c'est un bon moyen pour inviter les gens à passer à l'action? Est-ce que tu es capable de passer un message à travers l'humour? Évidemment, parce qu'avec l'humour, tu sais, la base de l'humour, en fait, c'est qu'on va dénigrer quelque chose. Ça va être autodérisoire, genre je vais rire de moi-même, je vais rire d'un comportement, je vais rire d'une observation, mais on peut justement rire des comportements imbéciles et contradictoires qu'on fait dans la vie de tous les jours ou qui se placent un peu n'importe où autour de nous. Justement, le simple fait que le recyclage n'est pas écouté, que François Legault soit en train de nous dire « Lâchez pas les jeunes, vous êtes capables », quand après ça, c'est lui qui veut partir des projets pétroliers au Saguenay ou encore faire le troisième lien, quand tous les experts, même pas environnementaux, disent que c'est une mauvaise idée, mais qui veut quand même le faire. Tu sais, il y a ce pouvoir-là, en fait, de rire de ces contradictions-là. Puis ça montre, c'est une manière aussi pacifique de faire comprendre les choses, puis que les gens réalisent que c'est vrai que c'est un peu niaiseux, puis que ça fait pas du sens. Tu sais. Je pense que c'est dans la volonté de tout le monde que l'environnement aille mieux, puis qu'on soit bien dans le monde, tu sais, que tout ça aille bien. C'est pas normal que c'est complètement fou, puis c'est là qu'en même temps qu'on peut en rire de ça, puis à quel point c'est rendu trop loin, tu sais, qu'il y a un continent de plastique. Il y a, je donne un exemple, Virginie Fortin, qui est une de mes humoristes préférées, je la conseille fortement si vous la connaissez pas déjà, qui a une blague dans son dernier spectacle qui est, le monde fait tellement aucun sens, je comprends pas qu'il y ait un continent de plastique, puis il n'y ait pas encore des condos dessus. Ça fait juste comme exagérer le point de vue d'où est-ce qu'on est en ce moment, puis à quel point le monde fait pas de sens. T'sais. Fait que oui, l'humour peut absolument prendre la parole et changer les choses, je le pense. Mais c'est ça, moi ce que je me demande en fait, c'est est-ce que des fois ça peut pas avoir l'effet contraire, ou est-ce que justement dans la mesure où on rit d'une situation, les gens vont penser justement que parce que c'est banal, parce que c'est pas grave, ou je sais pas si ça peut avoir quand même un... Ouais, c'est ça. Ça dépend comment tu le fais, parce que
évidemment, il faut que ton message soit clair. Puis ça, c'est sûr que ça dépend de la virtuosité de l'artiste. Mais je pense que ça peut aider, ne serait-ce un geste très, très simple, mais qui, je pense, peut aider quand même, ne serait-ce qu'à partager le message. Les memes, c'est super niaiseux à dire, mais reste que il y a de quoi qui quand tu es dans un groupe Facebook et que les gens sont capables de parler de ça, on est capable de, mettons, rire d'une position du gouvernement, un meme tout facilement partagé, puis dans l'humour, on comprend vraiment que le comportement est niaiseux. Je comprends ce que tu veux dire dans la banalité, dans la normalisation des choses, mais il faut justement que la chose dont on rit, c'est pas la situation dans laquelle on est, c'est les gens qui ont fait en sorte que cette situation est là. Il faut que la cible soit claire dans ton humour. Effectivement. OK. Moi, c'est une excellente réponse, même. Ouais, très convaincant. Je pense que je parle à la bonne personne, justement, pour parler d'humour et d'environnement. Là. Fait que c'est... Je pense ça tous les jours, fait que je commence à comprendre ça. Il connaît son affaire. Léa, pour les jeunes qui nous écoutent, en fait, je me demande, pour moi aussi, d'ailleurs, qu'est-ce qui augmente ton sentiment de pouvoir d'agir? Comment tu fais pour l'entretenir et le faire grandir? Est-ce que tu as des trucs? Parce que des fois, peut-être que des gens vont commencer justement à s'impliquer, finalement, leur implication va comme diminuer de... Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement toujours se... Ben, c'est ça. Puis quand tu parles de pouvoir d'agir, c'est vraiment l'élément clé qui fait qu'on va continuer de passer à l'action. Tu sais, souvent, on va parler de « Ah, l'éco-anxiété, c'est un moteur à l'action », mais des fois, ça peut juste nous enterrer dans notre angoisse. Mais c'est vraiment le sentiment de pouvoir d'agir et je dirais même encore plus le sentiment de pouvoir faire une différence parce que tu ne vas pas t'engager dans quelque chose de bénévole et de militant si tu vois aucune différence. Donc, comment je le cultive, c'est vraiment de savoir que je ne suis pas toute seule, puis qu'il y a vraiment un sentiment d'appartenance à un groupe. Tu sais, quand on dit, Alex parle souvent de comme, c'est souvent une réflexion qu'on se fait, le monde fait juste pas de sens. Tu sais, quand tu regardes, il y a des fois, c'est comme aberrant. Et ça peut être très dangereux d'avoir une perte de sens comme ça, de dire, surtout quand on est jeune, puis qu'on n'arrive pas à se projeter comme ça, c'est des choses qu'on a tous et toutes, puis que les jeunes qui sont conscientisés sûrement ressentent. Et pourtant, cette création de sens, elle se fait avec des rencontres, avec des personnes qui partagent les mêmes inquiétudes, mais les mêmes aspirations de changement aussi, tu sais. Donc, ce que je conseille vraiment, c'est justement quand je te dis, moi, j'étais toujours dans des comités, etc., pour rencontrer des gens qui vont me nourrir, puis qui vont m'apporter des super belles idées, etc. Ben, c'est ça, c'est clairement le sentiment d'un collectif, tu sais, du militantisme, là, c'est pas fait, sinon c'est du geste individuel. Puis c'est ça qui fait la différence entre quelque chose de politique versus individuel, c'est d'être ensemble. Donc comment je le nourris, moi, tu sais, je dis, ce serait mentir que de dire que des fois je suis pas découragée, tu sais, puis que... Ouais, c'est ça. Donc non, tu sais, puis c'est tout à fait normal parce que tu sais, quand tu travailles là-dedans, quand tu étudies, quand c'est ta passion, ben c'est souvent pas des très très bonnes nouvelles qu'on entend. Sur ça, effectivement. Donc, tu sais, un élément, un moment qui est pour moi vraiment marquant, c'est que, tu sais, avec mes études et mon militantisme, j'ai eu la chance d'aller à la COP25, qui est, tu sais, les rendez-vous annuels sur le climat, etc. Donc, la COP25, c'était il y a 2 ans, même 3, parce qu'il y a eu la COVID et tout, puis l'année dernière, c'était la grosse COP26 et tout. Okay. Et donc, tu dis, c'est une fois par an, les chefs d'État du monde entier se retrouvent, puis prennent des décisions, ils négocient sur le climat. Puis la COP25, ça a été catastrophique, là. Puis comme souvent toutes les COP, parce que c'est impossible à autant de personnes de se mettre d'accord, là. Puis, mais moi, je suis ressortie de là, puis j'étais vraiment un peu dévastée parce qu'on a aussi une chance inouïe, c'est de rencontrer des autres jeunes, puis autres militants du monde entier, des gens qui viennent notamment, tu sais, des pays du Sud qui sont les plus touchés par les changements climatiques. Donc, tu sais, nous, on le voit de loin, mais comme disait Alex, tu sais, on le voit quand même en Gaspésie et tout, puis sur la Côte-Nord aussi. Mais quand même, au Québec, on est quand même privilégié là-dessus, puis là tu te rends compte que tu sais il y a des gens qui sont les 2 pieds dedans, là il y a des îles qui disparaissent et tout, donc ça m'a vraiment j'étais dévastée, puis en fait c'est vraiment prendre le temps vraiment se resolidifier à l'intérieur, puis être avec des gens là vraiment qui ont ce sentiment, qui sont des amis, qui est comme tu sais à la base là c'est vraiment on est dans une société qui nous a tout individualisés, là, donc c'est vraiment un geste militant que d'avoir une communauté solide et tout, puis avec qui tu vas faire des choses. Donc comment je le nourris, tu sais, c'est aussi de savoir apprendre à mettre ses limites. C'est vraiment très difficile, mais on essaye. Parce que tu vas en faire trop, parce que tu veux... Parce que, tu sais, la crise climatique est là, on pourrait
en faire ça 24 heures sur Ouais, 24. Là. effectivement, Donc, il y a un moment donné faudrait où... faire ça 24 heures sur Ben 24, mais- oui et non, tu sais, parce que, ben oui, mais que tout le monde le fasse un peu et pas quelques personnes, tu sais, effectivement. c'est ça. Donc, prendre soin de soi, c'est vraiment aussi vraiment important. Puis, ne pas s'enfermer, tu sais, toujours, même si ça va pas très bien, ben, tu sais, ce sentiment de faire une différence puis de pouvoir d'agir, il est cultivé avec les autres. Donc, pour moi, Ok. c'est vraiment... on a tous des cercles sociaux et tout, puis c'est vraiment essayer de les consolider puis de faire des choses avec Il ces faut gens-là. comprendre aussi. Tu l'as Ouais. bien dit aussi, comprendre ses limites à travers tout ça, tu sais, parce que Ouais. il y a un moment de ma vie, moi, où tu sais, bon, j'ai grandi dans un village, ça fait Sainte-Mélanie, c'est dans la région de la Naudière. Puis, je prenais la voiture pour aller au cégep tous les matins, tu sais, puis juste ça me faisait vivre une éco-anxiété incroyable où j'avais l'impression que je tuais la planète moi-même. Il faut comprendre en même temps que ça repose pas sur toutes nos épaules, justement. Le groupe, justement, va faire les efforts intéressants. Il faut comprendre que c'est pas toutes les choses que toi, tu fais sont épouvantables. Tu sais, c'est correct une fois de temps en temps, oublier ta tasse de café puis là, commander un café dans une tasse jetable. Tu sais, c'est pas de ta faute si il y a un système qui fuck tout. Tu sais, c'est sûr que oui, c'est le fun de faire des efforts puis c'est le fun de se valoriser là-dedans. Mais tu sais, une fois de temps en temps, faire une petite bévue, c'est pas de ta faute puis c'est correct aussi, surtout si t'en as besoin. Mais t'abordes aussi il faut être clément avec nous-mêmes. T'abordes un bon point parce que justement, tu parlais de prendre la voiture, étant donné que tu habites, ça donne moi aussi que j'habite dans la région de la Naudière, puis prendre ta voiture pour aller, par exemple, au cégep ou pour aller faire des commissions ou quoi que ce soit, c'est que l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de service nécessairement tant accessible que ça qui nous permettent justement de prendre les alternatives éco-responsables. Fait que c'est sûr que je veux pas dire que j'ai pas le choix, là, absolument pas, là, c'est pas ça que je dirais, mais c'est sûr que, mettons que le choix m'est pas rendu très difficile, c'est-à-dire que j'ai pas un grand choix non plus. Si j'habitais à Montréal, je peux comprendre. Il faut faire ça, même encore là, à Montréal, de plus en plus, ils n'arrêtent pas de dire que là, on va enlever les services parce que là, on fait comme pas assez d'argent, quoi que ce soit. Oui, mais comme si ton service n'est pas efficace, je ne peux pas l'utiliser. Où est-ce que j'habite? Moi, dans Montréal, je suis dans un coin où les métros les plus proches sont comme à 35 minutes de marche. L'autre alternative, c'est des bus. Sauf que là, ils retirent les bus parce qu'ils disent que vous n'utilisez pas assez. Sauf que oui, mais à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se dire en tant que citoyen, ben, on aimerait ça que le service de transport en commun soit plus efficace puis qu'il soit plus intéressant. Puis ça se va faire dans les choix politiques où on va payer plus de taxes, on va payer plus de cotisations. C'est la même chose pour les transports en commun, comme dans les banlieues, en plus en région, quoi que ce soit. C'est de s'arranger qu'on ait des systèmes qui soient présents, utilisables et qui sont valorisés, qu'on encourage les gens à le prendre. Là, à Montréal, c'est ça le gros problème de la ville. Il n'y a rien qui encourage les gens à prendre le transport en commun. On dirait que tout se fait en sorte que Valérie Plante a mis des pistes cyclables, là, pas que j'en sens nécessairement la mairesse, mais je suis quand même d'accord que les pistes cyclables, c'est une excellente chose. Puis les gens chiolaient qu'après il n'y a plus de stationnement sur Saint-Denis. Mais tu n'es pas supposé avoir plus de places de stationnement dans une ville. Je veux dire, tu peux pas raser des immeubles pour mettre des stationnements. Il n'y a rien de valable là-dedans. Il n'y a rien d'intéressant. Il faut que la ville devienne accessible à pied puis qu'elle soit pensable pour qu'il n'y ait pas de voiture dedans. Mais il faut en même temps qu'on veuille que le service soit intéressant puis que ce soit valorisé aussi de l'utiliser. On n'a pas ce discours-là de prendre le métro, que c'est intéressant, comme c'est fait dans les plus grandes villes. T'sais. À Paris, tu ne te poses pas de question de prendre la voiture. C'est non, tu prends le métro, tu prends le bus. Bruxelles, c'est la même chose, tu vas prendre le tram. Pourquoi? Encore une fois, c'est encore bizarre qu'aujourd'hui, on parle encore tout le temps de la voiture, mais qu'on ne le valorise pas. Évidemment, là, c'est sûr que prendre la voiture, c'est nécessaire. Prenez-la. Je veux dire, à un moment donné, je ne reste pas dans le fin fond de la Gaspésie juste parce que j'ai pas le faire. Il y a quand même les alternatives électriques aussi, il faut se le dire. C'est pas nécessairement abordable, on s'entend, là, mais ça reste qu'il y a toujours ça qui existe aussi pour les gens qui doivent utiliser. De trouver une situation en grand groupe pour que justement on n'ait plus cette culpabilité-là, ce problème-là. Mais il faut faire ces gestes-là en groupe pour que justement on aille de l'avant. Puis ça va se faire justement en votant, en faisant de la pression, en parlant, puis en étant justement un groupe qui va de l'avant. Tu sais, ma mère qui habite au village Sainte-Mélanie, si elle vient à Montréal, elle veut prendre le métro, mais il faut que le métro il soit accessible à elle aussi. Tu sais. C'est tout ça. Bien, écoutez, je vais y aller avec une dernière question, justement, parce que je suis curieux. Là, tu parlais de ta mère. Est-ce que, Alexandre, as-tu observé des changements de comportement autour de toi depuis ton implication, qui est quand même sérieuse? Là? Est-ce que tu as remarqué des changements, que ce soit dans ta famille, ton entourage, depuis que vraiment tu t'es engagé dans la cause environnementale? Dirais-tu que, mettons, tu exerces une influence positive sur leur sensibilisation au sujet ou leur engagement?
Je pense que oui, parce que j'essaie de le faire aussi juste dans une espèce de conscientisation de consommation de qu'est-ce que tu peux faire. Puis, c'est sûr que dans ma famille, c'est pas tant difficile étant donné que mon père est agriculteur, donc le fait simplement de travailler dans la nature, avec la nature, t'as pas le choix de prendre en considération l'environnement parce que c'est ta matière première. T'as pas le choix d'avoir un respect pour que ce soit la terre, que ce soit le vivant, les animaux. Si tu prends pas soin de ça, je veux dire, t'es pas un bon agriculteur. Tu sais, un exemple bien simple, la sériculture, le faire du sirop d'érable. Si tu ne fais pas attention à tes érables, ben, tu pourras pas avoir de sirop d'érable. Tu vas simplement tuer des arbres. Puis je veux dire, c'est l'affaire la plus niaiseuse que tu peux faire. Même sur un point de vue économique, c'est pas un nom que j'aime tant utiliser, mais ça fait en sorte que tu es en train de tuer ta marge de profit. Donc, ça a beaucoup aidé. Je vois que ma mère, par contre, elle est de plus en plus à vivre leur zéro déchet, puis elle comprend que c'est pas plus compliqué, puis même que des fois, c'est juste d'avoir des vieilles habitudes qu'elle avait avant, puis qu'elle peut les reprendre. Puis sinon, ça va juste essayer de conscientiser les gens où ce que tu peux toi-même faire tes propres choses. Tu n'es pas obligé d'acheter la table chez Ikea parce que d'aller là-dedans, d'aller dans une affaire comme consommer rapidement, et surtout de aider une entreprise qui aide à la déforestation et qui en plus ne paye pas d'impôts. Je ne vais pas m'éterniser là-dedans, mais bon, Ikea est une très mauvaise compagnie. Informez-vous pas trop là-dessus parce que ça allait être un peu déçu. Mais encore là, c'est aussi, je ne veux pas que vous êtes une mauvaise personne, vous êtes allé chez Ikea, il faut faire la part des choses aussi. Mais tu sais, c'est faisable, ne serait-ce qu'à un moment donné, tu as besoin d'un rack à souliers, d'aller à la quincaillerie, checker les choses que tu as besoin, puis la faire par toi-même. Non seulement tu as un plus grand sentiment de fierté, il y a une moins grosse empreinte carbone en faisant ça, puis aussi tu peux faire en sorte que tu prends du bois qui a été fait ici même, qui vient du Québec, donc encore là, moins de transport, moins de utilité, puis aussi c'est des matériaux qui sont dans le cycle du carbone, donc c'est des choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, puis super niaiseux comme ça, mais tu es fier après ça d'avoir fait ce geste-là qui aide dans la vie de tous les jours, non ça, puisque tu es comme, mets tes souliers dedans tous les jours, tu es comme, regarde, j'ai fait ça moi-même. Pour avoir construit quelques trucs dans les derniers mois, je te dirais que le bois n'est pas super abordable non plus, mais c'est sûr que c'est une très, très bonne alternative. Ça vient kiff à ce que tu t'achètes comme c'est sûr que je te dis pas que tu vas économiser en faisant ça parce que évidemment les matériaux sont chers, mais en même temps ça te conscientise sur le fait que les choses viennent dans quelque part, puis toute cette matière première là, il faut la prendre en considération. On n'arrête pas de dire qu'en ce moment le prix de la bouffe augmente ou quoi que ce soit, ben justement il faut se poser ces questions là, comment ça se fait, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que on ait un impact par rapport à ça pour que tout soit valable autant environnementalement que pour le citoyen. Il faut se poser ces questions-là. Oui, mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'effectivement, le sentiment de fierté puis de devoir accompli quand tu réalises quelque chose par toi-même, ça top n'importe quel prix de bois qui pourrait augmenter. Là. Sincèrement, moi, ça m'a vraiment... une plus grande connaissance de la matière aussi, d'où les choses viennent, ne serait-ce que quand les choses sont faites. Après ça, quand tu regardes un autre objet, ben, tu vas avoir ça en tête. Fait que, OK, il y a tout ce processus-là que ça a pris pour que ça se rende jusque chez nous. Mon Dieu Seigneur, c'est quand même beaucoup d'énergie de dépenser. Est-ce qu'il y a moyen de réduire cette empreinte-là? Voilà. Effectivement. Toi, dans ton cas, Léa, est-ce que tu as vu des changements de comportement dans ton entourage, ta famille, etc.? Est-ce que ça a impacté positivement? Oui, je pense aussi. C'est vrai qu'au début, j'étais plus dans la confrontation. Oui, effectivement. J'ai déjà vécu ça aussi. Mais j'ai vraiment compris, c'est quand j'ai commencé à moi, vouloir être beaucoup dans le zéro déchet, puis en fait, beaucoup dans la surresponsabilisation individuelle, ce que j'ai compris qui n'était pas la solution. Donc, aujourd'hui, j'en voudrais à personne de, le zéro déchet. C'est parce que aussi, je suis une personne privilégiée, là, j'ai du temps pour faire ça, j'ai de l'argent, etc. Mais la question de la transition socio-écologique, comme je l'ai dit naturellement, on dit transition écologique, mais je le vois d'un point de vue social, où est-ce que, c'est les personnes, qui sont souvent avec des statuts socio-économiques plus faibles, qui vont en écoper le plus et tout. Donc, c'est là où j'ai commencé à me calmer en me disant, c'est pas ça qui va changer le monde. Puis, c'est pas parce que je vais dire à mes parents que, ils font pas... C'est ça, moi, j'étais vraiment en mode, je veux pas de déchets, puis j'ai commencé à comprendre, puis en fait, à politiser mon action, parce que là, je me responsabilisais juste moi-même, full. Fait que c'était vraiment prendre un pas de côté, puis comme Alex le dit, si un jour, j'ai oublié ma tasse réutilisable, c'est pas la fin du monde, vraiment. Et donc, c'est vrai qu'au début, c'était plus en réaction, puis je pense pas que j'avais un impact très positif sur ma famille, parce que, tu les pointes du doigt, tu les fais culpabiliser, etc. Donc, à ce moment-là, non. Puis c'est là où j'ai compris, en fait, que je vais me détacher, puis je veux dire, moi, je continue au pire. Et en fait, c'est vraiment par aujourd'hui, mes parents, me voient même dans mes petites capsules vidéo avec les médias, etc. Puis en fait, c'est
il y a un truc que je trouve vraiment incroyable, c'est de prôner par l'exemple. Puis ça marche vraiment bien. Ouais. C'est comme, je leur dis plus rien, mais ils me voient aller. Donc, Ils voient que ça me rend heureuse, ils voient que ça fait une différence, ils voient que c'est bon pour, pour tout ce qui est l'environnement, mais c'est ça, fait que vraiment, maintenant, je le vois que, même eux, ils vont m'appeler, ils m'ont dit, ma mère a acheté une yaourtière parce qu'elle veut faire son brunch. Je suis comme, waouh! Mais parce qu'elle en a marre des pots de yogourt, genre. Mais donc, autour de moi, je le vois, puis c'est vrai que moi, je peux le dire, je peux pas mentir, je suis entourée de personnes qui ont ces mêmes aspirations de changement que moi et tout. Donc, c'est sûr que moi-même aussi, je me suis entourée de personnes qui font une différence dans leur quotidien, etc. Mais d'un point de vue familial, ouais, j'ai vraiment vu une différence aussi depuis que je m'implique comme ça. génial, c'est bon, c'est tout à votre honneur. Félicitations dans ce cas-ci. Hey, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour l'activité. J'aurais continué cette conversation pendant des heures, mais malheureusement, c'est ce qui conclut l'activité. Merci beaucoup de votre présence puis de votre participation. C'était vraiment généreux de votre part. J'ai tout adoré. Plusieurs autres activités s'offrent à vous jusqu'au 23 février, 19h. Comme vous le savez, consultez la programmation au www.lab22.org. La prochaine activité de la journée, autodéfense intellectuelle, la communication environnementale de 16h à 17h. Une discussion avec Julia Oriot d'1.5, Isabelle Saint-Pierre-Roy de Mage et Noémie Larouche de Curium. Vous pouvez également visionner des capsules éducatives disponibles en tout temps sur le site Internet du Lab 22. Les capsules portent sur une variété de sujets relatifs à la transition écologique et peuvent également servir de contenu éducatif à diffuser en classe pour faire vivre vos élèves des ateliers pratiques ou tout simplement stimuler des discussions. Si jamais vous voulez faire bouger les choses à votre école, invitez votre direction d'école à signer le pacte de l'école québécoise pour passer de la parole aux actes ou appuyer celui-ci tout simplement en le signant vous-même pour démontrer votre appui au mouvement. Détail encore une fois sur le site Internet du Lab 22. Avant de vous quitter, je tiens à remercier toute l'équipe et les collaborateurs, collaboratrices du Lab 22 ainsi que ses précieux partenaires. Merci énormément à tout le monde. On se dit à la prochaine. La transition se poursuit. À bientôt. Bye. Merci. Bye, merci. Au revoir.